Ladies and gentlemen, and thanks for joining us in tonight's edition of the APM Bilingual Newscast. On the eye of the news for today, Thursday, October 3, 2024, a surge in taxi assault has been reported in Cameroon's political capital, prompting concerns from transporters and residents alike. During a press briefing today, a group of transporters proposed various measures to address this trend as victims share their experiences. We talk sports. Cameroon, Kenya has been moved to the Ahmadu Ahidjo Stadium for October 11 at 5 p.m. After CAF accredits 2 of the 5 venues visited to host international games. And on our international page, we visit Nigeria. Grappling with huge blood shortage, the country has started a nationwide initiative for blood donations. Well, these were our top stories. Good evening once again, ladies and gentlemen. Thanks for joining us. Well, tonight's 8 p.m. Bilingual Newscast opens in the French language with you, Léla Renganzo. Good evening. Bonsoir à vous, la Donnette Ondissa, mesdames, bonsoir. Monsieur, bonsoir et merci d'être avec nous. Il est 20h sur les antennes de Spectrum Télévision, c'est le journal. Agression dans les taxis, le phénomène prend de plus en plus d'ampleur. Alors que certains accusent les contrôles routiers complaisants, les citoyens de la ville de Yaoundé sont obligés de redoubler de vigilance. Vigilance et faire confiance en son instinct. Inès Pangan signe ce reportage. Ce sont des pans de vie qui ne s'oublient pas facilement. Comme posés sur les bouts des lèvres, les mots pour narrer une agression dans un taxi semblent venir aisément pour cet habitant de la ville de Yaoundé, exerçant dans le ministère de Pasteur. Dans mes différentes missions, je suis appelé parfois à aller lire les cultes de veillée. Et à mon retour, j'ai été victime plusieurs fois d'agressions dans les taxis. C'est-à-dire que quelqu'un me porte. Et premièrement, il me porte dans son taxi. Au moment où moi je pense qu'il m'amène à destination, il prend un autre chemin. Il sort un couteau, il me met au cou, il me demande de lui remettre tout ce que j'ai. Des actes de violence qui marquent une vie, créant des traumas et d'énormes conséquences. Que quand on t'agresse, on prend ton téléphone, tu perds tous tes contacts. Le téléphone pour nous est comme un objet de service. Tu perds tous tes contacts. Tu perds même tes papiers officiels. Tu perds tes papiers officiels. Mais la grâce, c'est que Dieu nous donne la grâce qu'on ne perd pas la vie. Désormais, pour lui et même pour d'autres personnes qui n'ont pas encore été victimes d'attaques dans un transport urbain, la prudence et le discernement sont de mise. Avant de prendre ça, il faut juste que je me rassure que les têtes que je vois sont vraiment des personnes bien. Donc déjà, je regarde derrière. Si je vois qu'il y a 3 hommes, ou bien 2 hommes derrière avec une femme, ou un homme devant, je ne prends pas. Pour emprunter un taxi, il faudrait déjà regarder à l'intérieur du taxi si les personnes qui s'y trouvent ne sont pas suspectes. Alors vous pouvez l'emprunter. Mais si vous trouvez, si peut-être votre cœur, votre 6e sens vous dit de ne pas entrer, n'y allez pas. Si j'ai les petits moyens sur moi, on ne me bâche pas. Parce que tu vas, même si tu as le téléphone, on te bâche là alors qu'on est en train de te soutirer. C'est ça, non? Des astuces qui, espèrent-ils, pourront les aider à éviter les mailles défilées des personnes sans foi ni loi. Recrudescence des agressions dans les taxis, conséquence des contrôles routiers complaisants et du manque de rigueur des autorités camerounaises. Le constat est du groupement des transporteurs terrestres du Cameroun. Ils étaient face à la presse ce jour dans la capitale politique du Cameroun. On reste avec vous, Inès Pangan. Ils disent ne pas se reconnaître dans les actes de violence perpétrés dans les taxis. Ce sont les membres du groupement des transporteurs terrestres du Cameroun. Pour eux, les responsables, ce sont d'une part les forces de maintien de l'ordre qui font des contrôles complaisants sur les routes. Les chauffeurs de taxi, ils les ligotent, ils les mettent dans la malle arrière ou bien le siège arrière. Ils traversent tous les contrôles. Quand ils partent balancer les chauffeurs en pousse, ils rentrent en ville. Ils commencent à agresser les passagers qui transportent à bord de ce taxi. C'est-à-dire que même vous, les journalistes, vous êtes souvent victimes de cette agression et vous accusez
les chauffeurs de taxi, alors que ce sont les bandits qui ont ligoté un chauffeur et balancé quelque part. Un bon contrôle, c'est quoi? C'est que tu te déportes vers le véhicule. Tu regardes le véhicule. Tu regardes les passagers à bord. Tu essaies d'identifier les gens qui sont là pour voir effectivement s'ils sont propriétaires de ce véhicule. Mais que non. Nous avons déjà eu à dénoncer parce que nous n'avons pas la force de répression, mais nous pouvons dénoncer. Et d'autre part, les autorités de différentes administrations qui doivent taper du poing sur la table pour redorer l'image du Cameroun, terni par les agressions, rapts, enlèvements et même assassinats dans les véhicules de transport urbain. Nous pensons que l'heure est venue pour que le gouvernement prenne en main cette affaire d'agression dans les taxis. Vous avez vu même lorsque la France a sorti un communiqué sur les microbes, il parle bien à ses ressortissants de ne pas emprunter les taxis parce que le taxi est devenu, surtout de ne pas emprunter le taxi seul, sans parler aussi des microbes. Vous voyez donc que quand la France parle, la France c'est l'Union européenne. La solution pour eux passe aussi par l'assainissement du fichier physique et numérique des acteurs de la chaîne de transport par taxi ou encore la mise sur pied d'une task force. À la restauration d'une autorisation de sortie de la ville délivrée par les organisations patronales ou syndicales, cette activité concerne tous les véhicules peints en jaune. L'accord préalable du propriétaire du véhicule est primordial. Enfin, maintenant, la mise sur pied d'une task force qui est et qui sera placée sous la supervision des départements ministériels en charge de l'administration territoriale et de transport. Des propositions pour dire leur ras-le-bol de voir leur activité professionnelle salie, faites au cours d'un point de presse ce 3 octobre 2024 à Yaoundé. Et Inès Pangan, la question du mauvais état des routes sera également abordée au cours de ce point de presse. Le groupement des transporteurs terrestres du Cameroun propose au gouvernement camerounais de commencer à sanctionner les cas de surcharge. Ibrahima Yaya est le président du dit groupement. Donc, pour nous, nous avons dit la douane doit cesser de donner l'autorisation de déportage au niveau des ports, notamment port de Douala et port de Kribi. Le ministère des Travaux publics doit sévir pour les responsables des stations de pesée qui sont complices parce qu'on vient leur donner de l'argent, 100 000 francs par camion. Il faut que ça s'arrête. Et nous le disons, nous avons pris cette position. Pourquoi? Parce qu'effectivement, nous renvoyons toujours le tort à l'autre. Qu'est-ce que nous avons fait pour que ça change? Et c'est pour ces raisons que les organisations socio-professionnelles ont dit que nous faisons notre part, nous dénonçons. Nous avons même d'ailleurs hier saisi, interpellé à travers le chef de poste de douane de Yassa, 10 camions qui avaient minimum 62 tonnes. Voyez-vous aujourd'hui, si nous continuons comme ça, entre Douala, Gawaboulay, entre Kribi, Gawaboulay, entre Douala, Touboro, entre Kribi, Touboro, nous allons repartir comme entre Mora et Koussiri. Peut-être ceux qui connaissent la route Mora-Koussiri aujourd'hui, même dans le rêve, on vous amène d'aller à Koussiri maintenant, vous ne pouvez pas y aller. Et c'est nous qui sommes les acteurs principaux qui causent ces torts à tout le monde. Salubrité, le gouverneur de la région du Centre poursuit cette tournée de sensibilisation des populations du Fondi. À Yaoundé, ce jour, Nasseri Paul Béa a rappelé la nécessité de préserver un environnement propre. Olivier Bouzique pour plus de détails. Interdiction de jeter les ordures ici. Nous sommes dans l'arrondissement de Yaoundé 5e. Des panneaux similaires sont disposés dans plusieurs. Interdiction de jeter les ordures ici. Nous sommes dans l'arrondissement de Yaoundé 5e. Des panneaux similaires sont disposés dans plusieurs rues de la commune. L'objectif de la mairie est de préserver l'environnement propre. Monsieur Bala-Augustin, maire de la commune d'arrondissement de Yaoundé 5, en fin 2020, il a mis sur pied une brigade de propriété. Et c'est ainsi
que nous avons des ingénieurs environnementalistes en eau et assainissement, ça veut dire qu'un travail est fait. Isacam et d'autres structures privées travaillent au quotidien pour la collecte des ordures, mais sont confrontés aux difficultés techniques et financières comme les autres arrondissements. Le problème a été soumis au gouverneur de la région au cours de sa visite d'inspection. Nous travaillons sur fonds propres de la mairie. Nous n'attendons pas ces fonds de qui que ce soit pour mettre de la propreté dans notre arrondissement. Nous n'allons pas baisser les bras. Le travail va continuer. Vous comprenez donc, là où il y avait des potoirs, il y a maintenant jardin de fleurs avec des bancs. La lutte contre l'insalubrité nécessite surtout un comportement civique de la population. Nazeri Paul Béa a insisté dessus. Cette campagne donne l'occasion d'insister sur la nécessité de la population d'aider les communes à bien rendre notre ville propre en coopérant. Comme vous avez vu, l'état d'ordures dans les espaces qu'on a aménagés, qu'on a enlevés avant d'aménager, les gens ne sont pas venus la nuit pour encore laisser les saletés. La sensibilisation s'est déroulée dans les carrefours majeurs de la commune, de la poste centrale à l'Omnisport, en passant par Essos et ses environs. Mais citoyen d'honneur de la ville de Douala. Ce 2 octobre 2024, le directeur général du groupe AXA, en visite de travail à Douala, a reçu les clés de la ville. C'était au cours d'une cérémonie organisée au Palais de la Culture Sawa, à la place de la Beseke. Des mains du docteur Roger Bassadini, maire de Douala, le directeur général du groupe AXA, Thomas Bulber reçoit symboliquement les clés de la ville, devenant ainsi citoyen d'honneur de Douala. Monsieur Thomas Bulber, au nom de la ville de Douala, au nom de toutes ces populations, en ma qualité de maire élu de la ville de Douala, premier maire élu, je tiens à le souligner, je voudrais vous remettre solennellement les clés de cette ville qui vous accueille ce jour. Merci, monsieur le maire. C'est un grand honneur de recevoir ces clés et d'être avec grande fierté dans votre ville. Voilà désormais citoyen d'honneur de notre ville. Monsieur Boubert est citoyen d'honneur de la ville de Douala. Je vous prie de l'accueillir. Acte 2 de la cérémonie, l'intronisation de l'hôte comme notable Sawa. Et c'est le chef supérieur du canton Bélé-Bélé, président en exercice du Ngondo, qui initie le rituel ancestral et initiatique de sacralisation. Désormais grand notable, c'est vêtu d'un sanja, képi à la tête et balai traditionnel à la main, que Thomas Bulber sort de la case sacrée. Le Ngondo vient de l'accepter en son sein. Cerise sur le gâteau, la pagaie qu'il reçoit. La double cérémonie organisée ce jour au Palais de la Culture de la Maison Sawa, place de la Beseke à Douala, se voulait le lieu de vanter une fois encore l'hospitalité légendaire du Cameroun en disant « Bienvenue » au directeur général du groupe AXA. Promesse, AXA sera le sponsor officiel du Ngondo 2024. Le groupe sera également aux côtés de la CUD dans le projet BRT, entendez Bus Rapide Transit, un projet visant à améliorer la fluidité du trafic dans la ville. Son accompagnement se fera à travers le paiement des frais d'indemnisation des riverains.
Notons que la cérémonie de ce 2 octobre 2024 s'est déroulée en présence du gouverneur de la région du Littoral, Samuel Dieudonné Ivara-Dibois. Et depuis le 1er octobre 2024, le REDAC organise à Douala une session de formation en faveur de ces personnes qui traitent quotidiennement des informations dites sensibles. Il est attendu des participants qu'ils apportent leur contribution dans la lutte contre la désinformation. Bienvenue. Cette session de formation apparaît comme un recyclage des défenseurs des droits humains, journalistes et militants de la démocratie, quotidiennement confrontés à certaines menaces en rapport avec la sensibilité des informations à leur portée. Se voulant sous-régional, la séance s'est appuyée sur deux aspects. D'abord la sécurité physique et numérique, ensuite le fact-checking. Effectivement, vous parlez de contexte, le contexte camerounais, qui est d'ailleurs partagé dans presque tous les pays d'Afrique centrale, est marqué par les crises sociopolitiques, les défis sécuritaires, et à cela s'ajoute aujourd'hui la propagation, la prolifération des discours de haine en ligne et hors ligne. D'où la nécessité d'apporter des solutions concrètes pour contrer tous ces phénomènes. C'est pour cela que nous avons pensé qu'à l'approche des élections présidentielles 2025, qui seront forcément marquées par un grand afflux de discours de haine, de fake news, de désinformation et de mésinformation, aussi bien en ligne que hors ligne, il est important aujourd'hui de doter les journalistes, les défenseurs des droits humains, les activistes d'outils pratiques pour pouvoir d'abord se protéger eux-mêmes, protéger leur présence en ligne, mais également détecter tous les discours de haine et également toutes les fausses nouvelles qui vont être propagées sur les réseaux sociaux. Renforcer leur capacité en matière de sécurité et de protection, le contexte actuel est marqué par l'approche de l'élection présidentielle en 2025. Ainsi, mieux outillés, les participants pourront se protéger, déconstruire les désinformations et promouvoir un environnement juste et plus sûr pour tous. Dans un environnement comme le nôtre, il est le bienvenu à un tel séminaire parce qu'évidemment, il permet ici de donner des rudiments, des éléments, de pouvoir évidemment contrer la barbarisation, n'est-ce pas, de l'espace public qui est le nôtre, et notamment l'expression de liberté où on dit n'importe quoi et n'importe comment, on fomente, n'est-ce pas, des contre-vérités, où généralement on est sujet à des fake news continuellement. Donc un tel séminaire qui guide évidemment à nous donner des rudiments pour le fact-checking et comprendre quels sont les droits qui sont les nôtres, vraiment il est le bienvenu. Il faut dire que la prolifération de fausses nouvelles au Cameroun en particulier et dans le monde en général, maintenant que nous sommes dans le numérique, la prolifération des fausses nouvelles est une menace à la liberté d'expression et au débat public. Alors, une telle formation vient à point nommé parce qu'elle nous permet, nous, journalistes professionnels d'une part, nous, journalistes défenseurs des droits humains d'autre part, d'acquérir des techniques, de maîtriser des techniques de protection de sécurité physique et numérique essentielles à assurer notre sécurité et nous permettons également d'exercer notre métier sans crainte de représailles. Salle de conférence de l'hôtel Prince de Galles à Douala, la session de formation organisée par le REDAC s'est achevée ce 3 octobre avec la remise de parchemins aux participants et la création d'une brigade civique de lutte contre la désinformation avec l'appui de l'Open Society Foundation. Journalists, civil society actors as well as human rights activists have concluded a 3-day sub-regional training on physical and digital security, fact-checking and the creation of a civic brigade to combat online disinformation. Let's listen to one of the participants, Barrister Tamfu Richard, for more details. The training is very interesting because, today we are living in a modern world in the 21st century where information and communication at times is being manipulated by unscrupulous individuals. And as a lawyer and also as a human rights advocate, I believe that we need to have some techniques or some more knowledge on apprehending maybe how we can fast-check information
and also how we can fight against maybe hate speech and misinformation. So this kind of seminars to me is a boost and should also be encouraged, because we are now more equipped with some kind of knowledge as far as checking information is concerned, so that we don't find ourselves as maybe propagating false information or being accomplices of such acts of which are punishable by the Cameroon Penal Code. Yes, what I retain is that I've gained some techniques, I've gained some knowledge and some skills as far as handling information, and also how those skills I've learned could also be used to combat maybe hate speech and misinformation. Country, Nigeria has started a nationwide blood donation initiative, while as the country faces a blood shortage. Authorities say Nigeria gets only a quarter of the annual blood donation it needs, leaving patients and hospitals in desperate need of blood emergencies. Well, let's listen to this report as filed in by our partners, the Voice of America. Nigerian musician Excel Praiseworth has been living with sickle cell disease for 3 decades. In July, the blood disorder led to a painful health episode, and he had to get a blood transfusion. There was no blood in the hospital. I think that their blood bank was empty. I don't even know if they had a blood bank in the first place. So we had to now start looking for blood. Praiseworth waited more than 5 hours for a relative to donate blood and finally get him some relief. Nigeria's National Blood Service Agency said in 2023 that the country gets about 27% of the estimated 1.8 million units of blood it needs every year from voluntary blood donors. Nigerian health authorities blame the reluctance to donate blood on misinformation, cultural and religious biases, and underfunding of the National Blood Service Agency's operations, which include awareness campaigns. Nigeria's severe blood shortage often forces desperate patients to rely on so-called blood racketeers, illegal commercial donors who give blood for pay. This channel has few regulations ensuring the blood is safe for use. To help address the blood shortage, the Nigerian government announced an initiative in September to set up blood collection centers like this one across all 774 local government areas. The goal is to ensure there is enough blood for medical emergencies and transfusions. Ijoma Leon Nadi is the head of operations at the National Blood Service Agency. There's this apathy about donating blood. People don't like donating blood. They feel that if they also fear that if they donate blood, that they might die because they don't have enough. We also go to institutions of higher learning where we have population of youths, and we go to churches. We have churches that are densely populated. We go to shopping malls, we go to markets. Bali Kiso Muhammad is a first-time blood donor. I think it's important because there is someone out there that needs it. So since I have enough, I think I can donate. Praiseworth is using his music to educate others about sickle cell disease and encourage people to donate blood. In 2022, he launched a non-profit called The Sickle Sound. And that's what I'm doing with the Sickle Sound, putting out the right information about the sickle cell disease. Once you understand how something works, then every superstition or myth you've had before, it's broken. Leon Nadi says the National Blood Service Agency aims to eventually have 1 million safe blood units reserved across 6 zonal centers in the country, but she did not say when it is expected to reach that goal. Until then, many people like Praiseworth will struggle to get life-saving assistance. Timothy Obiezu, VOA News, Abuja, Nigeria. Round-up de l'actualité africaine, toujours avec VOA. Près d'une vingtaine de corps ont été repêchés à la suite du naufrage ce jeudi d'un bateau sur le lac Kivu dans l'est de la RDC. Le bateau en provenance de Minova dans la province du Sud Kivu a chaviré quelques centaines de mètres avant l'accostage à Goma. Aucun chiffre précis n'a été communiqué sur le nombre total de passagers. En Tanzanie, le gouvernement a suspendu pour 30 jours à partir de ce jeudi
les publications en ligne de Moanash, un des principaux groupes de presse du pays, après la diffusion d'une vidéo d'animation évoquant les meurtres et disparitions d'opposants, avec pour personnage principal la présidente Samia Suluhu Hassan. L'ONU a annoncé avoir débloqué 5 millions de dollars pour aider les victimes des inondations au Nigeria, où la saison des pluies a causé de nombreux dégâts. Cette aide s'ajoute aux 6 millions de dollars déjà débloqués par le Fonds humanitaire nigérian. Les autorités de l'Est de la Libye ont annoncé ce jeudi la reprise de la production sur les gisements pétroliers dans cette région et des exportations suspendues dans le contexte d'une crise politique majeure avec le gouvernement rival de Tripoli reconnu par l'ONU. Ce blocus avait fait chuter de moitié la production à environ 600 000 barils par jour contre 1,2 million selon la Compagnie nationale de pétrole. In sports, the Confederation of African Football gives its approval to 2 of Cameroon's 5 venues visited. Well, that is the Amadou Ahidjo Stadium and the Kwekong Stadium back in Bafoussam. As a result, Cameroon's game against Kenya has been moved from the Japoma Stadium to the Amadou Ahidjo Stadium for same date, October 11 at 5 p.m. Let's get more details in this report. October action between the Indomitable Lions of Cameroon against the Harambee Stars of Kenya has been officially relocated from the Japoma Stadium in Douala to the Amadou Ahidjo Stadium in Yaoundé. This pivotal match, part of the qualifiers for the 2025 Africa Cup of Nations, is set to kick off on October 11, 2024 at 5 p.m. The decision was announced in a communique from the Cameroon Football Federation this Thursday, October 3. The recent venue switch follows the findings of a CAF inspection report, which resulted in the accreditation of only 2 out of the 5 visited venues in Cameroon. The Amadou Ahidjo Stadium in Yaoundé and the Kwekong Stadium in Bafoussam have been deemed suitable for hosting international fixtures. The Indomitable Lions, currently positioned second in Group J and tied on points with Kenya, are expected to replicate their performance against Cape Verde, the last team they played in the venue. Both Brice and Kenya's coach Angel Firat have unveiled their respective squads for this high-stake fixture. The match will mark a return to Amadou Ahidjo Stadium for the Indomitable Lions, who last played here during the World Cup qualifiers in June. The stakes are high as Cameroon seeks redemption following a frustrating draw against Zimbabwe in previous qualifier. The reverse fixture is scheduled for October 14 in Kampala, Uganda. As preparations ramp up, both teams are keenly aware of the significance of this match in their quest for AFCON qualification. Well, that report puts an end to tonight's edition of the APM Bilingual Newscast. Do you have a wonderful night in the company of our program? See you tomorrow, same time, same station. We got really good night to you, Leila Renganze. Bonsoir à vous, la donnée tendisse, mesdames et messieurs. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve demain 20h sur les antennes de Spectrum Télévision, si, bien sûr, Dieu le veut. Bonsoir.